Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous débutons ce journal à 7 h. Vous l'avez compris, RTI 1 était en direct de Paris pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Voici les titres de cette édition. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été justement remis ce mardi au siège de l'UNESCO à Paris en présence du président de la République Alassane Ouattara, du président du PDCI RDA Emery Konan Bédié. Ici en Côte d'Ivoire, les épreuves orales du baccalauréat général A1, A2, C et D du baccalauréat artistique H1, H2 et H3 ont débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Nous allons nous rendre dans cette édition à Dimbokro pour parler des travailleurs de l'usine Utexi, une usine qui connaît des difficultés. Les travailleurs sont entre le doute et l'espoir. Ce sera avec Eugène Atoubé. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la pêche a été remis ce mardi au siège de l'UNESCO à Paris en présence du président de la République Alassane Ouattara, du président du PDCI RDA Emery Konan Bédié, d'Abdou Diouf, parrain du prix, de la directrice générale de l'UNESCO Irina Bokova et de plusieurs autres personnalités. Et prix qui a été décerné cette année au maire de la ville de Lampedusa en Italie et à l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée pour leurs efforts fournis en sauvant la vie des réfugiés et des migrants. Voilà, nous allons écouter le président de la République Alassane Ouattara qui était à Paris en France justement pour ce prix. À travers la désignation de Mme Nicolini et l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée, le jury a voulu ainsi reconnaître les valeurs d'humanisme et de justice qu'elles incarnent. L'engagement et la détermination de ces deux lauréats constituent un modèle pour nous et pour les générations futures. En effet, il n'existe de cause plus juste que la vie humaine. En cela, le choix du jury est à saluer au regard du rôle important que les lauréats ont joué pour sauver la vie des réfugiés et des migrants. À travers leur action, les lauréats nous enseignent que partout où la vie et la dignité humaine sont en péril, il doit se trouver des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Madame Nicolini, je voudrais vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour la reconnaissance internationale de votre engagement. Votre mérite est d'autant plus grand qu'au moment où l'afflux des migrants vers l'Europe par la Méditerranée provoque parfois des réflexes de peur, de repli ou de rejet, vous avez choisi, vous, de vous impliquer avec vos collaborateurs dans la gestion de la crise migratoire, qui est l'une des plus graves crises humanitaires de ce début du XXIe siècle. L'action que vous avez menée pour l'accueil dans la dignité de milliers de migrants arrivant sur les côtes de Lampedusa, ainsi que votre rôle en faveur du dialogue entre les communautés, font de vous une véritable héritière des valeurs prônées par le président Félix Houphouët-Boigny, à savoir l'hospitalité, la fraternité entre les peuples et la recherche de la paix. Chers amis membres de SOS Méditerranée, je vous adresse également mes sincères félicitations. Face à la gravité et à la complexité de certaines crises, les organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer, même si quelquefois ici et là, elles sont décriées. C'est bien le cas de SOS Méditerranée qui a agi avec conscience et responsabilité face à la crise des migrants. Ainsi, votre organisation a pu sauver plus de 13 000 vies humaines depuis le lancement de vos opérations de sauvetage en février 2016. En vous décernant cette prestigieuse récompense,
Le jury du prix appelle la communauté internationale à faire en sorte que la Méditerranée cesse d'être le théâtre des tragédies, disons-le tout simplement, d'être un cimetière, pour redevenir un espace d'échange, de solidarité et de dialogue interculturel. Honorables invités, mesdames et messieurs, le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et appelle à davantage de solidarité. Et pour le président de la République, Alassane Ouattara, la dignité humaine est en péril. Il faut la sauver et sauver donc l'humanité. L'un des récipiendaires du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est le maire de Lampedusa en Italie. Son portrait avec Michel Digré. À 56 ans révolus, les valeurs humaines et le courage de Giusi Nicolini sont reconnus en Italie et partout dans le monde. Surnommée la Lionne pour son combat en faveur des migrants, cet engagement a précipité sa défaite aux récentes municipales italiennes, mais a sans doute pesé dans la balance dans sa désignation comme lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'ancienne maire de l'île de Lampedusa s'est investie ces dernières années contre vents et marées dans la défense des droits des migrants. Elle les reçoit lorsqu'ils arrivent entassés dans des embarcations de fortune. Chaque jour, l'Iconini accueille ses rescapés traumatisés, organise leur survie sur l'île, note le nom des noyés, mais aussi et surtout tente de mobiliser les autorités italiennes et européennes pour trouver de réelles solutions. Pour elle, il faut ouvrir des couloirs humanitaires, car plus personne ne doit mourir pour avoir tenté de vivre. Sensible à l'action de Nicolini, le Saint-Père se rend à Lampedusa en 2013 et lance à ses côtés un vibrant appel à la solidarité. Symbole de l'accueil des migrants, Giusi Nicolini a également obtenu en 2016 le prix Simone de Beauvoir, prix de la liberté de la femme. En écologiste convaincu, son second sacerdoce est la lutte pour la protection de l'environnement. Un récit de Michel Digré. Découvrons l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée, l'autre récipiendaire, et c'est avec Sidonie Waka Davila. SOS Méditerranée est une association civile de sauvetage en haute mer créée en 2015 dans un élan de société civile européenne mobilisée face à l'urgence humanitaire en Méditerranée. Il s'agit d'un projet d'abord franco-allemand puis italien, alliant les compétences du monde maritime et de l'humanitaire pour apporter une réponse à la tragédie qui se déroule en mer Méditerranée. Le 7 mars 2016, les équipes effectuent leur premier sauvetage à bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes. 74 naufragés, 64 hommes et 10 femmes, parmi lesquels 16 mineurs entassés sur un bateau pneumatique. En un an d'opération en mer sans interruption, du 7 mars 2016 au 7 mars 2017, les équipes de SOS Méditerranée ont assuré 73 sauvetages et 24 transbordements, soit près de 100 opérations en pleine mer, au cours desquelles 13 991 personnes ont été recueillies et assistées à bord de l'Aquarius. 83% sont des hommes et 17% des femmes. 24% d'entre eux sont des mineurs, dont 83% d'entre eux sont des enfants ou jeunes non accompagnés. Les pays d'origine des rescapés sont essentiellement ceux d'Afrique subsaharienne, avec deux grandes zones de provenance, l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Guinée, Gambie, Ghana, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, et la Corne de l'Afrique, Érythrée, Somalie, Soudan, Éthiopie. Cependant, lors des derniers sauvetages, ont été dénombrés de plus en plus de rescapés originaires du Bangladesh, de Syrie, de Libye, du Pakistan ou de Palestine. L'action de SOS Méditerranée ne se limite pas à l'espace maritime.
En France, l'association est présente à terre à travers une équipe d'une centaine de bénévoles qui s'attachent à sensibiliser le grand public et les plus jeunes à la situation en Méditerranée, à obtenir le soutien et à élargir la notoriété et le rayonnement de l'association. Ici, Doni Wakada Villa, allons au deuxième grand titre de cette édition. Les épreuves orales du baccalauréat général A1, A2, C&D et du baccalauréat artistique H1, H2 et H3 ont débuté ce mardi matin sur l'ensemble du territoire national. Cette année, ce sont 249 910 candidats qui sont attendus à Stoutouré. Ce mardi 27 juin, les épreuves orales du baccalauréat général et du baccalauréat artistique ont débuté. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, personnel d'encadrement et élèves, tous ont répondu présent et les épreuves se déroulent dans le calme. Ce matin, depuis 7 heures, nous sommes dans le centre. Si nous faisons un point rapide, tout le monde est présent au niveau du secrétariat, au niveau même du centre d'examen. Les candidats sont là. Les forces de l'ordre sont là aussi et les interrogateurs sont sur place. Nous avons commencé les interrogations autour de 9 heures après avoir fait une réunion entre les harmonisateurs et les interrogateurs. Dans cette salle, des élèves qui attendent leur tour de passage. Nina en fait partie. Nous sommes en train de bosser pour mon LV2 qui est espagnol. Dans une autre salle, ce professeur d'espagnol reçoit sa première candidate. Pour l'instant, c'est ma première candidate qui est interrogée et pour l'instant, ça se passe bien. Dans ce lycée, les élèves qui présentent les bacs H1, H2 et H3 sont aussi présents. Leurs épreuves, initialement prévues hier, se tiendront finalement aujourd'hui du fait du jour férié. Il y avait aussi les épreuves de dessin qui étaient prévues pour aujourd'hui. Donc, c'est prévu de faire les épreuves orales le matin et de refaire les épreuves de dessin le soir, l'après-midi. Ce matin, nous attendons la liste des élèves pour passer. Notre spécialité, nous avons le djembé, la technique vocale, le solfège. Et c'est ce que vous allez faire demain? Demain, jeudi, vendredi. Ces épreuves orales prendront fin ce samedi 1er juillet. Suivront les épreuves écrites le lundi 3 juillet. Cette année, plus de 240 000 candidats sont attendus au baccalauréat, toutes séries confondues. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, était dans le Gontougo à l'invitation de l'association des femmes battantes de Tabagne. Au cours de cette visite, Kandia Camara a fait le bilan de la scolarisation dans le Gontougo. Wilfried Herman Djivé. En 2011, au sortir de la crise post-électorale, le Gontougo avait l'un des taux les plus bas en termes de scolarisation. La région du Gontougo détenait ainsi la palme des grossesses en milieu scolaire, ce qui explique le lancement en 2014 de la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire depuis Bandoukou. 6 années après, la ministre de l'Éducation nationale est de retour dans le Gontougo, précisément à Tabagne, pour évaluer le taux de scolarisation dans la zone. C'est donc un satisfecit auquel les enseignants et les autorités du Gontougo ont eu droit, de la part de Kandia Camara. Je voudrais d'abord féliciter mes parents du Gontougo, féliciter mes parents du Zanza. Parce qu'avant, quand on regardait le taux de scolarisation dans le grand district du Zanza, je peux dire ici aujourd'hui, avant je n'osais pas le dire, mais le Zanza venait après tous les autres districts. Le taux de scolarisation était bas, surtout en ce qui concerne les filles. Mais aujourd'hui, grâce à la politique du président Alassane Ouattara, mais grâce à vous tous, aujourd'hui, le Zanza fait partie des districts qui sont en tête en termes de taux de scolarisation. Mais surtout aujourd'hui dans le Zanza, vous avez des villages où il y a plus de filles à l'école même que de garçons. Grâce à tout le monde aujourd'hui, le taux de grossesse a beaucoup baissé. On n'est pas encore à 0 grossesse parce que c'est ça notre objectif. Et ça, il faut vous applaudir pour ça. La ministre de l'Éducation nationale a saisi ce cadre offert par l'Association des femmes battantes de Tabagne pour les inviter à déclarer les enfants à l'état civil, car le manque d'extrait de naissance constitue un autre frein à la scolarisation des enfants. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, cadre de la région, a salué les actions de ses collègues dans le Gontougo afin de relever le niveau de l'éducation des enfants. L'école étant obligatoire,
Covenant Kwasi Adjoumani et le conseil régional du Gontougo entendent construire des écoles. Ainsi, 4 établissements, dont un collège à Amanvi, sont disponibles pour la rentrée prochaine. Wilfried Eman Djivech, les épreuves écrites des examens scolaires et de la formation professionnelle session 2017 ont démarré ce mardi matin. Plus de 16 000 candidats repartis dans 44 centres prennent part à ces examens. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était sur le terrain pour s'assurer du démarrage des épreuves. Il est 8 h ce matin. Au centre de bureautique, de commerce et de gestion CBCG, c'est le début des épreuves écrites des examens scolaires de la formation professionnelle. Une trentaine de minutes plus tard, arrivée du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré est sur le terrain pour s'enquérir du démarrage de l'examen. Plusieurs salles sont visitées. Il s'agit de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Nous sommes venus voir un peu les conditions de déroulement, nous assurer que tout le matériel est arrivé à temps et que les apprenants ont commencé effectivement les examens comme il se fallait. Et je me réjouis de la bonne organisation de ces examens. Ce centre pour nous est un centre test, mais les retours que nous avons dans tous les autres centres à l'intérieur du pays, pour le moment, tout se passe bien et c'est ce qui est essentiel. Une visite jugée rassurante pour chefs de centre, surveillants et candidats. Ça se passe bien, les épreuves sont abordables. Nous sommes aujourd'hui en train de composer en français, technique d'expression. Il y a une ambiance vraiment assez calme. Vraiment, tous les candidats sont en place. Il n'y a pas eu de difficultés particulières. La première épreuve, elle est lancée et les candidats sont en train de composer donc, dans de bonnes conditions. Plus de 16 000 candidats prennent part à la session 2017 des examens scolaires de la formation professionnelle. Ces examens concernent, entre autres, les candidats au BP, au CAP, au BT, au CQP et au BEP. Les candidats sont répartis dans 44 centres sur l'étendue du territoire. L'examen va s'étendre sur 4 jours. Pour la direction régionale de Gbeke, ils sont plus de 1500 candidats. Les autorités ont sillonné les centres pour s'assurer du bon fonctionnement des épreuves. Soro Corona, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. 1549 élèves affrontent ce mardi matin les épreuves écrites du BT, brevet de technicien, et du CAP, certificat d'aptitude professionnelle dans la direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Gbeke. Du centre des bureautiques de communication et de gestion au collège d'enseignement technique en passant par le collège d'enseignement technique féminin, les examens se déroulent normalement. Les candidats, les surveillants et les forces de sécurité ont répondu présents à ce premier jour de composition. Les forces de l'ordre qui sont là sur le site, les examinateurs sont là, les secrétariats ont été installés et donc vraiment il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Tout se déroule correctement. Ce sont des candidats concentrés et sereins qui ont abordé la première matière. Je trouve le sujet abordable. On dit de reproduire ce dessin, c'est un torsadé. Pour conserver sa première place en termes de taux de réussite des régions, la direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Gbeke a pris des dispositions. J'ai tenu même mon session de travail avec mes collaborateurs chez l'établissement. Le programme a achevé. Il y a eu des cours de renforcement, des exercices de renforcement des capacités. Et là, je pense que nous sommes tous prêts. Pour la session 2017, des innovations ont été apportées. Les candidats que nous recevons viennent du collège d'enseignement technique féminin. Et mes candidats du tertiaire sont au CTF et les industriels au CBCG. 4 jours durant, ces élèves vont négocier ce précieux sésame pour ouvrir les portes de leur avenir scolaire. La proclamation des résultats de ces examens de fin d'année est prévue pour la mi-juillet. À Tanguélan, sous-préfecture du département d'Agnibilé-Krou, la question de l'autonomisation de la femme est une préoccupation. L'organisation non gouvernementale Les Amish de Thérèse Aouri a offert une institution de formation d'éducation féminine et du matériel médical à la localité. Franck Kwadjo. À quelques kilomètres d'Agnibilé-Krou, Tanguélan, une sous-préfecture dans l'Est ivoirien. Au petit marché, des femmes en activité. Celle de Marie-Laure, coiffeuse, tourne au ralenti.
La donne aurait pu être différente si la jeune dame avait été alphabétisée. Nous, on ne sait pas lire. On ne sait pas écrire aussi. On veut savoir écrire. Des jeunes filles analphabètes ou déscolarisées, voire même sans activité. Un cas commun. Roselyne, vendeuse de perles, à un niveau court moyen. Bon, j'ai besoin même d'apprendre encore plus. Parce que quand tu as l'expérience, tu peux avancer beaucoup. Avancer en apprenant davantage, le rôle des institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF, qui offrent des formations et des qualifications à certains métiers et développent l'alphabétisation. Un instrument de ce type est offert à Tanguélan par l'ONG Les Amis de Thérèse Horry et le conseil d'administration et de présence de Monaco, un don auquel s'ajoutent des lits d'hospitalisation et des chaises thérapeutiques. Ce geste combien louable permettra d'apporter une meilleure qualité de vie aux femmes de Tanguélan en vue de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est donc pour nous un défi. Un bâtiment de 3 salles, spécialités pâtisserie, cuisine et couture, une salle mixte pour l'alphabétisation, de quoi réjouir le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ainsi qu'autorités administratives et cadres de la région. Au bout de 3 ans, ces personnes vont recevoir un diplôme qui leur permette de s'installer et donc de travailler et d'être autonomes. J'espère que les populations de Tanguélan vont s'inscrire massivement parce qu'on y apprend à lire et à écrire également. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes ici qui ont besoin d'être formés au métier de la couture, de la cuisine, etc. Et je suis sûr que cette opportunité qui nous est offerte va être saisie. Un don d'IFEF à Tanguélan, l'institution sera ouverte dès la rentrée prochaine. Autre titre de cette édition, rendons-nous à Democro pour parler des travailleurs de l'usine Utexi, une usine qui connaît des difficultés. Les travailleurs sont entre le doute et l'espoir. Et Jeanne Atoubé. Que les travailleurs de l'Utexi, Côte d'Ivoire, de Dimokro, ont travaillé 8 mois sans salaire, 8 mois de crédit, et que l'Utexi, Côte d'Ivoire, est actuellement fermée, les travailleurs sollicitent l'intervention des élus de la région d'Unzi, des autorités administratives et politiques de Dimokro pour le paiement de leur arriéré de salaire pour une bonne marche de cette usine. C'était le 1er mai. Les travailleurs de l'Utexi de Dimokro voyaient porter au grand jour leur cri de cœur. Pourtant, à la grande rencontre de ce jour-là, ils étaient absents des groupes qui avaient défilé pour le compte des différents secteurs d'activité de Dimokro. Et pour cause. L'année passée, nous avons défilé et les gens nous insultaient alors que ça nous faisait déjà 2 mois de salaire non payé. Et cette année-là, ça nous fait déjà 8 mois et quelques. Donc vraiment, on trouvait que ce n'était pas la peine d'aller au défilé. Le patron tantôt nous dit cela dû aux matières premières. Ma pancarte j'ai mis Dimokro, votre ville natale se meurt. Alors, venez aider les travailleurs de l'Utexi en SOS. L'Utexi de Dimokro est une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de filets et écrus à partir du coton, la matière première. Construite en 1973, elle a été officiellement ouverte 2 ans plus tard, à la faveur de la célébration de l'an 15 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dont les festivités avaient eu lieu à Dimokro. Pour les habitants de cette localité, l'Utexi est l'âme de la région. À l'argument qu'elle est la toute première unité industrielle et poumon économique de la région d'Unzi. Hier, beaucoup d'espoir pour ce que cette usine a pu apporter à cette région et ce qu'elle laissait entrevoir. Aujourd'hui, amère déception mêlée de désenchantement et de douleur. Vraiment, avec le peu que nous donnait, on se mettait au travail, ça nous aidait à au moins économiser un peu. Jusqu'à 8 mois, vraiment, je trouve que c'est trop. À l'époque, l'usine employait plus de 1000 personnes. Et aujourd'hui, près de 400. Les 400 aussi ont des difficultés. Vraiment, on a un pincement au cœur. N'ayant pas les moyens, nous allons faire quoi? On ne fait que parler. Le PDG aussi a tous les problèmes. Il a la bonne volonté, mais les moyens lui manquent. Entre réduction de personnel, fermeture provisoire répétée, arriérés de salaire, humiliation et raillerie subies au quotidien,
Les travailleurs de l'Utexi de Dimokro s'interrogent encore sur le sens et la portée de leur travail. Interrogation aussi sur la garantie de leur emploi après moult rencontres avec leur employeur, sans véritable éclaircie. Le président directeur général de l'usine, absent à Dimokro à notre passage et joint par téléphone, a indiqué qu'un dialogue social était en cours pour concilier les intérêts des deux parties. Information confirmée par les travailleurs eux-mêmes. Ceux-ci ont touché le préfet de Dimokro et l'inspection du travail qui les ont invités à privilégier le dialogue social. J'invite les employeurs à examiner avec bienveillance les préoccupations des travailleurs de Dimokro. Dans cet esprit, la trêve sociale demandée par le gouvernement doit être acceptée par les centrales syndicales en vue de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour apporter des solutions adaptées et durables aux problèmes posés. Le manque de flexibilité pourrait compliquer un peu les choses. L'employeur, je pense, veut bien faire fonctionner cette entreprise, mais sans matières premières, c'est un peu difficile. Donc nous souhaitons que l'activité économique reprenne véritablement à Dimokro, parce que sans cette usine, on sent, j'allais dire, une certaine léthargie. Les négociations entre les travailleurs de l'Utexi de Dimokro et leurs employeurs, arbitrées par l'inspection du travail, se déroulent dans un contexte où l'usine montre les signes d'une agonie. Vétusté de l'appareil de production, incapacité à gérer la fourniture régulière en intrants, spécialement le coton de premier choix qui est la matière première, faute d'argent, et enfin la question du paiement des arriérés de salaire. Mais dans cette grisaille, les travailleurs, eux, continuent d'entretenir l'espoir. Eugène Atoubé, tout autre chose à présent. La 17e promotion des auditeurs du programme de formation en gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a organisé une conférence publique sur la problématique de la dette. Invité le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jean-Jacques Kwameala. La Côte d'Ivoire, face au risque de surendettement post-initiative Pays pauvres très endettés PPTE. C'est le thème de la conférence prononcée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Pour Jacques Assaoré, la récente mobilisation sur les marchés financiers internationaux de 1140 milliards de francs CFA, dont une partie destinée au remboursement des anciens eurobonds, a ravivé ce débat. Le conférencier reconnaît que depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en juin 2012, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un allègement de sa dette. 4 090 milliards de francs CFA ont été annulés. Et pourtant, le stock de la dette connaît une hausse. Il est passé de 4 679,6 milliards de francs CFA à fin 2012 à 8 985,2 milliards à la date du 31 mai 2017. Cette hausse de la dette, poursuit le conférencier, s'explique par l'investissement réalisé dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur des infrastructures et surtout par les mesures prises pour éviter le surendettement de la Côte d'Ivoire. Explication. Aujourd'hui, notre ratio de l'endettement rapporté au PIB, il est contenu dans les normes. En dessous de 70%, en dessous de 49% de normes fixées par la communauté internationale. Est-ce qu'on s'endette trop cher? Non. Est-ce que nous courons vers un risque de financement? Non. Notre maturité moyenne, elle est de 6 ans. On me dira, mais on voit que vous prenez l'argent et vous nous dites que vous ne courez pas vers un risque de surendettement. Je l'ai dit, la réponse, quand vous créez la richesse, vous êtes en mesure de rembourser. Toutes ces mesures précises, Jacques Assaoré, doivent être renforcées pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir un taux de croissance économique annuel d'environ 9%, un taux dont les retombées devront profiter à la population. Un reportage de Jean-Jacques Kwameala. Valérie Grenand, maire d'une commune dans le sud de la France, était en visite ici en Côte d'Ivoire, précisément à Tabo. Elle a discuté avec les autorités de la ville de la mise en valeur du lac du barrage de Tabo. Thérèse Tapeyoboué. Comment développer les activités autour
et sur le lac du barrage de Tahabo. La question était au centre de la visite de Valérie Grenard, maire de la commune de Sauze du Lac, au sud de la France. L'élue locale française, qui a séjourné 3 jours à Tahabo, a décrit sa visite comme un séjour de travail, de prospection et de partage d'expériences, sa ville ayant les mêmes spécificités que Tahabo. Le maire de la commune de Tahabo, le directeur de l'usine hydroélectrique du barrage, qui pilote le projet de la mise en valeur du lac du barrage, espère tirer profit de cette visite de travail de Valérie Grenard et attendent d'approfondir la coopération naissante entre les 2 communes. Au cours de son séjour, Valérie Grenard a rencontré les autorités et les populations pour parler du projet. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.